Salut à tous, ici Vlad et Xavier pour la tronche en biais et signification. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour le Forum des sciences cognitives qui a lieu à l'Université René Descartes à Paris. Donc ouais, Forum des sciences cognitives qui cette année a pour thème ce corps qui pense. Donc ça risque d'être très intéressant, on va rencontrer des chercheurs, des conférenciers, on va rencontrer des laboratoires et puis surtout on va parler de cognition. On va parler de cognition appliquée au corps et donc, devrait-on plutôt dire, de cognition incarnée. C'est ce 9 avril 2016 que se tenait la 15e édition du Forum des sciences cognitives organisé au sein de l'Université Paris-Descartes. L'occasion idéale pour nous de rencontrer des universitaires et les équipes de recherche de toute la France, et même au-delà, qui travaillent dans ce champ mais avec des applications diverses. Leurs travaux s'orientent ainsi vers les sciences du langage, l'apprentissage, l'intelligence artificielle et même la communication non verbale. Mais parmi toutes ces thématiques, l'une d'elles revenait régulièrement, celle de la cognition incarnée. Nous avons rencontré l'enseignant-chercheur en philosophie des sciences cognitives Pierre Steiner, qui avait ouvert ce matin-là le forum avec sa conférence sur la cognition incarnée. Nous sommes avec Pierre Steiner qui va nous parler de la cognition incarnée. Et pour tout vous dire, je ne sais pas encore ce que c'est, donc je vais le découvrir avec vous. Bonjour Pierre Steiner. Bonjour. Voilà, alors pour commencer, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Voilà, donc je suis Pierre Steiner, je suis enseignant-chercheur en philosophie des sciences cognitives à l'Université de technologie de Compiègne. Donc j'ai une formation en philosophie portant notamment sur les sciences cognitives. Et je travaille aussi en philosophie de la technique, en philosophie de la connaissance. Et donc je travaille sur la cognition depuis une dizaine d'années, à partir avant tout de la philosophie de l'épistémologie, et en relation évidemment avec des travaux réalisés en psychologie ou en neurosciences. À Compiègne, là où je suis, la posture est importante et séduisante, au sens où on estime qu'on ne peut pas penser la cognition sans penser la technique. La technique pouvant inclure le corps, puisque les corps que nous avons sont rarement des corps nus, ce sont des corps qui sont souvent habillés, outillés, acculturés. Et donc on étudie forcément, pour comprendre la cognition, il faut comprendre la technique, et inversement. Donc c'est dans ce cadre-là que mes recherches sur l'incarnation s'inscrivent. Alors la cognition incarnée, qu'est-ce que c'est ? Ça peut désigner au moins deux choses. La première chose, c'est un fait. Le fait que la cognition, donc ce qui peut recouvrir des phénomènes comme la perception, le raisonnement, la mémoire ou encore la communication, donc que la cognition soit incarnée d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire elle prend place dans un système matériel qui, dans le cas des êtres humains, est le corps. Le cerveau, mais pas seulement. C'est étudier à quel point cette cognition est influencée par le corps. Que ce soit par la douleur, par exemple, la fatigue ou encore la faim, l'état de notre corps peut influencer la manière dont nous pensons, dont nous raisonnons, dont nous percevons. Il s'agit justement d'étudier ces différentes manières et en retour, comment aussi la pensée peut nous faire agir, lever mon bras par exemple, mais aussi comment le cerveau est informé et peut être en relation avec les organes moteurs, par exemple. Ça c'est le premier effet, donc c'est un fait. Cognition incarnée désigne aussi un mouvement scientifique, qui prétend étudier la cognition en soutenant que la cognition elle est essentiellement incarnée. C'est-à-dire que les relations qui existent entre la cognition et le corps, elles ne sont pas secondaires, facultatives, elles sont absolument fondamentales, si bien qu'en fait on peut dire que le corps lui-même c'est un lieu de cognition. On ne peut pas réduire la cognition à ce qui se passe dans le cerveau, par exemple. Voilà. Donc c'est à la fois un fait et un courant scientifique qui prétend étudier nouvellement la cognition en soutenant qu'elle est vraiment essentiellement, fondamentalement incarnée, que le corps et la cognition se confondent. En fait. Et visiblement, ça c'est une théorie qui ne fait pas encore consensus de toute évidence. Non, voilà. En fait, ce qui fait, disons qu'il existe une série de résultats qui visent à montrer qu'en modifiant les compétences moteurs d'organismes, on modifie leur cognition. Par exemple, dès 1963, des chercheurs allemands ont montré que si on élevait des chatons dans le noir, et que si plusieurs heures par jour, certains chatons avaient la possibilité d'évoluer librement dans l'environnement, et que d'autres chatons étaient mis dans des chariots qui étaient liés au mouvement des premiers chatons,
si bien que ces chatons dans le chariot avaient des retours visuels, mais n'avaient pas de mouvement, on constatait que ces chatons dans le deuxième groupe étaient incapables de coordonner leurs sensations et leurs actions. Par exemple, lorsqu'on les mettait face à des objets, ils se cognaient dans les objets, ou face à des précipices, ils tombaient, enfin on les rattrapait avant évidemment, dans les précipices. Donc là, ça montre bien que, en fonction des capacités d'action, un organisme perçoit ou ne perçoit pas. Ça, ce sont des faits, toujours discutables au niveau évidemment de leur obtention. Ce qui est là où évidemment les débats commencent, c'est comment on va interpréter ces faits. C'est d'ailleurs ce que vous disiez ce matin dans votre conférence, qu'il y a deux courants dans cette approche-là, un courant plutôt modéré et un courant beaucoup plus, ce que vous disiez, radical. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a, enfin, encore une fois, il y a un sens trivial d'incarnation qui fait que personne ne nie que la cognition soit incarnée. C'est-à-dire tout chercheur en sciences cognitives acceptera, encore une fois, qu'il faut un cerveau pour penser, et que le cerveau et la cognition sont en relation avec le corps. En relation, encore une fois, le corps en tant qu'entrée ou en tant que sortie. Personne ne nie ça. Ensuite, encore une fois, certains vont plus loin et estiment qu'il faut aller plus loin que ça, justement, et estimer que, par exemple, l'activité corporelle en tant que telle, elle est déjà porteuse de cognition. Elle n'est pas une ressource d'une cognition qui serait antérieure ou indépendante, elle est déjà de la cognition. Parce qu'en effet, si on dit « la cognition est incarnée », c'est paradoxal comme assertion, c'est d'un côté dire que la cognition elle a la relation avec le corps, mais en même temps, c'est quand même conserver une distinction entre cognition et corps. Alors que les plus radicaux, effectivement, veulent mettre les deux ensemble, et plus généralement, le corps lui-même le situer par rapport à un environnement social, technique ou encore culturel. Et les émotions ne sont pas seulement, encore une fois, ne sont pas d'abord une contrainte ou un obstacle à la cognition, mais sont aussi une ressource. Damasio développe son hypothèse des marqueurs somatiques, qui soutient qu'en fait, voilà, les émotions que nous ressentons laissent une mémoire dans le corps, qui peut ensuite nous influencer lorsque nous devons prendre des décisions à nouveau, en nous rappelant les émotions précédentes que nous avons pu ressentir dans des contextes similaires au contexte dans lequel nous devons prendre la décision. D'accord. Dans L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, de Saxe, il donne l'exemple d'un homme qui n'arrive plus à reconnaître sa femme parce qu'il a une forme de dissociation émotionnelle avec elle. Est-ce que c'est relié à tout ça? Oui, tout à fait. Là aussi, c'est les travaux de Damasio, de Saxe également, sont remarquables, d'une part en raison de leur style s'adressant à un large public assez romancé, mais à chaque fois basé vraiment sur des données tout à fait fiables et tout à fait travaillées, et aussi remarquable lorsque justement ils visent à ouvrir la cognition. Donc finalement la cognition, c'est pas d'abord le raisonnement abstrait désincarné, c'est pas seulement le calcul, mais c'est aussi des tâches beaucoup plus concrètes qui nous concernent au quotidien. Ça peut être le comportement moteur, mais également les émotions justement, et que donc les émotions sont une partie de la cognition. Alors ça peut paraître aujourd'hui complètement trivial de dire ça, mais en effet quand on regarde de nombreuses définitions données tout au long de l'histoire des idées, de la pensée ou de l'intelligence, ces dimensions corporelles et émotionnelles, généralement, sont vues comme étant antagonistes à l'intelligence ou à la raison. D'accord. Alors, je me permets de reposer la question pour le micro, parce que peut-être que ça n'a pas capté la voix de Mandax, qui posait une question sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas consensus, et quelles sont les attaques de ceux qui ne considèrent pas que la cognition incarnée est valable. Voilà, alors en fait, donc, les critiques ne portent pas sur le fait qu'elles sont incarnées, mais sur les modèles, et donc sur les propositions théoriques qui en découlent. Prenons un exemple très concret. Si la cognition est incarnée, on peut estimer que le corps joue un rôle fondamental dans la cognition. Enfin, le corps est cognitif. Prenons par exemple une tâche comme, pour un joueur de baseball, attraper une balle lorsqu'elle est tapée par le batteur. C'est une tâche cognitive extrêmement complexe. Il s'agit de se déplacer en suivant la trajectoire de la balle et évidemment en l'attrapant. Comment expliquer ça? Un modèle classique de la cognition dira que dès que la balle est lancée, celui qui doit l'attraper, il simule dans sa tête, dans son cerveau, il se représente la trajectoire de la balle au moyen de calculer de règles extrêmement sophistiquées et inconscientes. Il simule cela et ensuite seulement il se déplace pour atteindre la cible, le lieu où la balle tombe. À ce moment-là, le corps joue un rôle, mais le corps, c'est ce qui va effectuer ou réaliser une intention de déplacement préalable. D'accord? L'idée, c'est je perçois la balle, je raisonne, ensuite je me déplace. Explication classique.
Ce que proposent les modèles nouveaux, c'est pas cette histoire justement, c'est dire, si on observe concrètement comment les joueurs de baseball procèdent, dès que le joueur voit que la balle est frappée, le joueur se déplace. Et en fait, il va attraper la balle, non pas en calculant, mais simplement en maintenant constant l'angle, la tangentielle entre sa position et la position de la balle dans le ciel. L'idée, c'est de garder l'angle constant, ce qui permet au joueur d'arriver, si vous voulez, là où la balle tombe. À ce moment-là, l'action, le corps en action, est une composante centrale du raisonnement. Le corps n'est pas au bout de la chaîne. Voilà comment ça se passe. Pourquoi critiquer cette histoire? Cette histoire prétend qu'il n'y a pas besoin de se représenter la balle pour l'attraper. Les critiques vont dire « Non, attendez, c'est pas juste. Vous avez raison, l'action joue un rôle plus important que ce qu'on avait imaginé au départ. Pour autant, ces critiques diront « Lorsque le joueur en permanence essaye de garder constant la tangentielle d'élévation entre la balle et sa position, il le fait à partir de représentations, qui sont certes beaucoup plus minimales, beaucoup plus orientées vers l'action, beaucoup plus animales, si vous préférez, que la représentation intellectuelle ou symbolique posée au préalable. Pour autant, ça reste de la représentation. Et pour autant, c'est le cerveau qui oriente à chaque fois les déplacements du corps pour garder constant, encore une fois, la tangentielle d'élévation entre la balle et le joueur. Donc voilà, donc à chaque fois, si vous voulez, ce que les radicaux prétendent expliquer nouvellement, les conservateurs vont dire non, mais tout ça, en fait, je peux parfaitement l'expliquer à partir des concepts classiques de la représentation, des règles qui attribuent un rôle central au cerveau. Mais pour autant, j'accepte que le corps est important, mais attention, encore une fois, il fonctionne de manière classique. La pensée produite par le cerveau implique donc le corps et ses sensations, mais dans une proportion et selon des modalités que l'on cherche encore à décrire dans les équipes de recherche. On apprend notamment que des réseaux de neurones dans le système digestif ou autour du cœur communiquent avec le système nerveux central d'une manière plus subtile que ce qu'on avait envisagé. Les sciences cognitives ouvrent de larges perspectives pour répondre à travers des méthodes scientifiques à des questions autrefois réservées aux philosophes. La nature de nos sensations, les multiples formes de la mémoire, l'énigme encore tenace de ce qu'est la conscience. Les applications potentielles de ces recherches nous plongent en pleine science-fiction. Ces disciplines sont relativement mal connues du public, raison pour laquelle l'initiative du Forum ouvert à tous est à saluer, car c'est l'occasion d'apprendre l'existence d'associations qui veulent combler le manque d'information et de vulgarisation dans ces sujets. Alors, je suis avec Judith Langlais et Jules Zimmermann, qui sont tous les deux membres, respectivement présidente et vice-président de Coginov, et du coup, je vais vous demander de présenter un petit peu votre association. Ok, alors notre association, c'est un projet qui est né il y a environ 2 ans au sein de la Fresco. La Fresco, c'est la fédération des associations en sciences cognitives à l'échelle nationale. Et à la base, ce projet associatif, il avait pour vocation de s'attaquer à la question de l'insertion professionnelle des acteurs académiques dans des parcours non académiques, parce que les places dans les cursus universitaires sont de plus en plus rares. Sauf que nous, chez Coginov, ensuite quand on a repris le projet, nous, 2 ans plus tard avec Jules, on a décidé d'en faire une association à part entière et d'élargir ce projet, de le faire grandir et de s'attaquer non seulement à la question de l'insertion professionnelle des acteurs académiques dans l'entreprise, mais aussi à la grande question de la médiation scientifique. Voilà. Du coup, le but général de Coginov, c'est de promouvoir et d'explorer les applications des sciences cognitives. Donc ça va être de donner des clés sur les sciences cognitives qui peuvent être utiles aux gens, que ce soit aux entreprises, dans des projets où on part directement de leurs problématiques et on essaie d'identifier des clés qui peuvent leur être utiles, ou au quotidien de tout à chacun, des clés qui puissent leur permettre aux gens de prendre du recul et d'apprendre des choses sur eux-mêmes. Dans notre action de médiation scientifique, il y a 2 volets. Il y a un volet publication. Et donc là, en fait, on demande à des acteurs académiques, qui soient étudiants, doctorants ou docteurs, d'écrire des articles de vulgarisation qu'on publie gratuitement sur notre site internet. Et ce qui était très important pour nous, c'était que ces articles de vulgarisation, ils doivent pas être désincarnés, ça ne doit pas être juste la transmission de connaissances académiques. L'idée, c'était de faire en sorte que ces connaissances académiques, elles soient accessibles et utiles à tout un chacun au quotidien. Et donc, on a travaillé, par exemple, il y a un article qui est paru sur la question de la mémoire et des souvenirs, et cet objet scientifique, il a été mis en contexte, mis en situation, pour qu'ensuite, ces connaissances, elles soient réutilisables par les individus dans d'autres contextes. Donc ça, c'est la première partie, la partie publication. Et ensuite, on a une deuxième partie
Parce que selon nous, les publications, ça ne suffit pas dans la médiation scientifique. Il faut créer des liens directs entre les acteurs académiques et le grand public. Et donc du coup, on organise différents types d'événements qui sont gratuits eux aussi. Et on invite les gens à venir rencontrer les acteurs académiques en direct et échanger avec eux sur leur sujet de recherche. Et donc par exemple, au mois de mars, on a organisé un événement avec une association qui s'appelle Chiasma. Chiasma qui est composée de plusieurs experts en neurosciences et notamment qui sont beaucoup portés sur la question des biais cognitifs. Et on a organisé avec eux cet événement où on proposait une présentation générale de ce que sont les biais cognitifs, de comment ils fonctionnent, pourquoi ils sont là. Et puis ensuite, on faisait directement interagir le public en leur présentant des vidéos. Et ces vidéos étaient truffées de biais cognitifs. Et en fait, le public devait identifier les biais et ensuite échanger directement avec les experts en présence pour voir s'ils avaient bien compris le sujet, s'ils s'étaient bien appropriés les connaissances, les concepts qu'on leur avait présentés. Pourquoi est-ce que vous êtes présent ici dans cet événement-là ? Alors en fait, il y a un deuxième volet à notre action associative, c'est, comme on l'a dit au début, l'insertion professionnelle des acteurs académiques dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est assez difficile pour les acteurs académiques de se valoriser en dehors des parcours académiques. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de monter des projets de collaboration avec les entreprises où on explore des possibilités d'application des sciences cognitives. Et c'est également l'occasion de rencontrer un grand public, des personnes qui ne connaissent pas les sciences cognitives. Si on fait de la médiation scientifique, l'important c'est de toucher un public le plus large possible. C'est difficile de toucher les gens avec les sciences cognitives parce qu'en fait c'est tellement peu connu les sciences cognitives que les gens ne vont pas avoir tendance à naturellement suivre une page Facebook qui parle de sciences cognitives et de ce genre de choses. Du coup, aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion de pouvoir rencontrer des gens du grand public, leur expliquer pourquoi, selon nous, les sciences cognitives peuvent leur être utiles au quotidien et pourquoi, et du coup, il serait intéressant qu'ils nous suivent et voilà. Pour finir, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de la Fresco, donc vous faites partie de plusieurs autres organismes, et est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? La Fresco, on en fait partie en tant qu'on est membre de leur réseau associatif. Connivence, c'est l'association des étudiants et jeunes chercheurs en sciences cognitives d'Île-de-France. Donc, globalement, c'est l'association de tout Paris qui regroupe des étudiants et des jeunes chercheurs, comme il y a ce même genre d'association à Lyon et à Bordeaux et encore dans d'autres villes. Toutes réunies au sein de la Fresco pour plus de liens, puisqu'il y a finalement assez peu d'associations en sciences cognitives, c'est un petit monde. Du coup, la Fresco sert un peu de liant entre toutes ces associations et ça permet de créer un réseau et que les gens se connaissent et puissent collaborer ensemble. Et on est également partenaire avec la Fondation Cognition. La Fondation Cognition, c'est en gros le réseau des réseaux de tous les grands laboratoires qui existent en sciences cognitives en France. Et une de leurs principales activités, bon déjà c'est la valorisation des sciences cognitives, mais la valorisation auprès des entreprises. Donc en fait ils tendent à mener un projet de mise en lien des laboratoires avec les entreprises. Et voilà, c'est un projet qui est assez nouveau et qui est en train de démarrer et on est vivement accrochés à leur wagon. Merci à vous deux, et puis on se retrouve tout de suite sur le forum. Ok, merci à la Tronche au Biais. Merci beaucoup. Eh ben nous revoilà, on vient juste de sortir du forum des sciences cognitives et tout ça, ça nous a vraiment conforté dans l'idée que faire de la vulgarisation c'est bien et c'est important. C'est important, et puis surtout quand des événements comme ça se font dans des universités qui nous permettent d'accéder à tout ce savoir et que c'est les chercheurs eux-mêmes qui viennent nous l'expliquer, tout ça gratuitement, on incite vraiment les universités, les associations, les chercheurs à reproduire ce genre d'initiative. Donc voilà, les universités organisaient ce genre de choses, les chercheurs venaient parler au public, aux gens, c'est vraiment capital. Et puis on vous dit à bientôt pour une autre émission.